J'ai bien aimé, comme les autres Knives Out, c'est fun, c'est plutôt bien pensé, mais peut-être qu'on arrive au bout de la formule Rian Johnson. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, professeur, il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va, écoute, l'avant-dernière critique de l'année, voilà, donc C'est vrai. on est prêt, parce que la dernière ce sera Avatar, et puis après on ira direct au top et flop, voilà les fameux top flop de l'année, donc on est paré. Et bon, je vais faire ça parce que je le fais pas souvent et je devrais le faire plus souvent. C'est de dire, n'hésitez pas à mettre un petit like et les 5 étoiles, voilà, à notre podcast selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, parce que c'est super important pour le référencement, voilà. Istar, est-ce que tu penses que tu ferais un bon détective dans une autre vie, en fait ? Un bon détective. Ah ouais, moi je pense que j'aurais pas mal. Hein. Ah Parce ouais que moi, j'aime bien trouver des indices et tout. Elle est passée où la clé que j'ai perdue l'autre jour? Je sais pas. Mais... Les petites énigmes du quotidien. C'est ça. Non, mais écoute, après, est-ce que tu penses pas être un bon détective alors que, bon, t'aimes bien faire le détective, mais est-ce que tu penses qu'il serait bon, quoi ? Oh, bah, j'en sais rien, faudrait une vraie enquête pour savoir. Ouais, bon, moi, je crois que j'aime bien penser que je serais un bon détective, tu vois. Mais bon, je sais pas si je serais aussi bon que Benoît Blanc. Voilà, mais bon. Bon, Knives Out, le 3e, voilà. Ce qui n'a aucun sens, qui s'appelle Knives Out, puisque Knives Out, c'était pour le premier film, mais bon, ils ont gardé le nom pour la franchise. Mais bon, ça n'a pas trop de sens qu'ils gardent ça. Alors, avant de commencer, faut dire que Knives Out, c'est une franchise de Rian Johnson. Alors, Rian Johnson, je peux dire que c'est un des réalisateurs qui a fait couler le plus d'encre, je pense, ces dernières années. Et Ista, avant de parler de la saga, qu'est-ce que tu penses de Rian Johnson ? Parce que je crois que tu as vu peut-être Looper. Et bon, après, on va parler peut-être de Star Wars 8, voilà, le deuxième des Star Wars qu'a fait Disney. Donc, qu'est-ce que tu penses globalement de Rian Johnson, toi ? Bah moi j'aime beaucoup Rian Johnson, j'aime bien son cinéma, je trouve qu'il réalise bien, je trouve qu'il a une bonne il fait des bonnes mises en scène et tout. Ses acteurs jouent bien, je trouve que c'est un bon directeur d'acteur aussi. En fait je trouve toujours ses films plutôt quali, plutôt bien gérés esthétiquement. Et il a aussi ce truc qu'il aime bien faire, c'est il y en a qui disent il fait le petit malin, quoi. Il aime bien faire des twists un peu bon, peut-être alambiqués, mais moi j'aime bien qui me surprennent, quoi. Et je crois qu'il aime bien surprendre. Et moi j'aime bien ça. Donc moi Rian Johnson c'est plutôt un réalisateur que j'apprécie. Moi je le déteste pas non plus, en fait, Rian Johnson, parce que je trouve que ses films techniquement sont plutôt au point, en fait. Pour le coup, moi, Looper, je trouve ça sympathique. Voilà, ça met ça traite du voyage dans le temps, même si c'est un petit malin, comme les gens ils disent. Donc il te met des petites phrases et des petits trucs, parce qu'il y a sûrement plein d'incohérences dans Looper, mais il dit en gros, ne pense pas au voyage dans le temps. Tu sais, à chaque fois les personnages ils disent oui, n'essaye pas de te démêler la tête là-dessus pour pas avoir à gérer la cohérence de tout ça. Donc bon, voilà. Et moi, en fait, je trouve ces films hyper prenants, surtout au début, en fait. Je trouve qu'il arrive bien à embarquer les gens, en fait, dans ces histoires. Après, malheureusement, je trouve qu'en général, les conclusions, les révélations, la finalité, ça redescend souvent et ça me plaît pas forcément. Je trouve la dernière partie de Looper, je trouve que elle est un peu ratée, quoi, pour le coup. Et Star Wars 8, alors Star Wars 8, les derniers Jedi, comment dire. Alors moi, je suis pas fan de Star Wars, il y a des Star Wars que j'aime, mais je suis pas fan de Star Wars. Et la dernière trilogie, j'aime pas la dernière trilogie. Mais en y repensant, peut-être que oui, effectivement, le 8, c'est peut-être le plus intéressant, dans le sens où, dans cette réflexion totalement nostalgique qu'est cette dernière trilogie Star Wars, c'est peut-être celui qui essaye de s'en éloigner, d'apporter d'autres choses, etc. Même si moi je trouve le film, même si visuellement il est quand même, c'est un des plus beaux Star Wars, hein, ça faut le dire, techniquement il est vraiment réussi. Voilà, dans les intrigues, etc. Moi j'ai pas du tout été conquis. Les gens se rappelleront de l'intrigue de Rose et Finn. Voilà, ça m'a pas convaincu. L'intrigue de Poe Dameron m'a pas trop convaincu. Et celle de Rey et Luke, c'est peut-être la plus intéressante. Il y a 2-3 trucs pas mal, mais je suis pas fan du film, quoi. Mais toi, je crois que tu l'aimes bien, Star Wars 8.
Moi, j'adore Star Wars. Sur le coup, dès que je le vois, moi, c'est le film, il dure 2h30, je crois. Il passe, pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu d'être dedans pendant 30 minutes, quoi, et que c'est fini, quoi. Et ouais, moi, je suis à fond dedans. Enfin, moi, sur le rythme, il m'embarque à fond. J'adore Luke Skywalker dans ce film-là. C'est parce que moi, il faut savoir aussi qu'à la base, je n'aime pas trop Luke Skywalker dans les anciens films. Voilà, je le trouve un peu plat et tout. C'est bien parce qu'on n'a pas du tout beaucoup de fanbase à se mettre à dos. Là, rajoute-en une. Mais après, j'aime beaucoup la trilogie originale quand même. Hein. Et j'aime bien la prélogie aussi, donc bon, ça va. J'aime bien Star Wars en général, de toute façon. Moi, c'est juste le 9 que j'aime pas, en vrai. Vraiment, que j'aime vraiment pas. Et le 2, l'attaque des clones. Et ouais, non, moi, c'est un film que j'adore. Moi, les intrigues, je les aime bien. Après, peut-être, oui, celle de Poe Poe et Rose. Oui, c'est la plus faible. Et bon, c'est peut-être la moins intéressante, mais moi, ça m'a pas tant dérangé que les gens, voilà. Moi, celle avec Poe Dameron, j'aime bien, et avec ça reste le meilleur, ça reste Rey et Kylo Ren, où je trouve que d'ailleurs Adam Driver, là, c'est peut-être le meilleur dans les trois. En tout cas, son personnage, c'est le plus intéressant, je trouve, dans les trois films. Donc voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est celui qui se démarque vraiment et qui a un vrai truc intéressant, quoi, alors que les autres, c'est plus de la nostalgie plus qu'autre chose, quoi. Pas parler de Leia qui flotte dans l'espace, mais bon, voilà, on va pas revenir dessus. Knives Out, voilà, les deux premiers Knives Out sont sortis à un moment, déjà en 2019 pour le premier, 2022 pour le deuxième. Qu'est-ce que tu penses de Knives Out, le premier et le deuxième, Ista? J'aime beaucoup aussi. Le 1, c'était une bonne surprise. Je l'attendais, puis j'avais pas été déçu quand je l'avais vu. Ce truc du whodunit qui fait que t'as plein de personnages, donc t'as plein d'acteurs, il se fait plaisir, il ramène plein de gens et tout, tout le monde joue bien et tout. Et le 2, alors c'était plus différent parce que le 2 c'est l'arrivée sur Netflix, parce que le 1 c'est sorti au cinéma. Et le 2 c'est l'arrivée sur Netflix parce qu'il a signé un contrat pour 2 films, donc celui dont on va parler là et Glass Onion. Mais moi, Glass Onion, je sais qu'il est décrié, c'est peut-être le moins bien noté d'ailleurs, mais moi j'avais plutôt aimé aussi. Moi, le twist m'avait retourné le cerveau, voilà. Donc à l'époque, moi ça m'avait plu, quoi. Ça m'avait le côté ludique et tout avait marché sur moi. Donc moi j'ai un bon souvenir du 2, et donc moi j'aime beaucoup les 2 premiers films, quoi. Ouais, moi je déteste pas le premier à couteau tiré. Voilà, c'est un vrai Cluedo vivant, en fait, visuellement surtout, là, dans les tenues, les décors, c'est très coloré et ça ressemble vraiment à une partie de Cluedo. On a l'impression de voir c'est quoi, Monsieur Moutarde? Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est Colonel Moutarde, ouais. Colonel Moutarde, voilà. Tu vois, il y avait des codes couleurs très spécifiques dans les jeux de Cluedo, et là j'ai l'impression vraiment qu'ils ont recréé ça dans cette maison et dans ces personnages hauts en couleur, quoi, et qui est très bien mis en scène aussi comme film, quoi. Il connaît vraiment bien les codes du whodunit, c'est-à-dire que c'est très bien rythmé, c'est fun. Le film est assez drôle et ludique, hein. Les Knives Out sont assez drôles pour le coup, et il y a plein de setup payoff qui sont vraiment sympathiques en fait dans ces films-là, quoi. Et les personnages, c'était ça aussi le gros point fort du premier, c'est des espèces de caricatures, hein, de riches. Déjà Daniel Craig avec son accent absolument horrible, voilà, c'est un peu une caricature d'un certain détective, la famille riche détestable, le personnage d'Anna de Armas qui peut pas mentir sinon elle vomit totalement. Enfin, c'est complètement fou en fait, ce genre de personnage. Mais ce que je trouvais bien, c'est que les persos étaient très bien caractérisés, en fait, portés par un casting 5 étoiles. Voilà, c'est ça qu'on aime bien aussi dans les whodunits, dans les films d'enquête, c'est un gros casting, etc., où les acteurs vont se balancer des joutes verbales, etc., et ça marche super bien. Tout ça en faisant une critique sociale, c'est-à-dire une critique des riches qui sont racistes, obsédés par l'argent, etc. Et bon, quand j'ai revu le film, j'ai trouvé ça un peu dommage dans la deuxième partie que les personnages hauts en couleur, en fait, de la famille disparaissent un peu de la deuxième partie. En fait, ils sont beaucoup moins mis en avant, mais sinon ça marche toujours bien, et je trouve que il avait une bonne idée, c'est-à-dire que c'est pas juste un whodunit classique, en fait, à couteau tiré, c'est-à-dire qu'il dynamite un peu l'idée du whodunit classique en nous révélant qui est le tueur rapidement. Enfin, ce qu'on pense avoir le personnage d'Anna de Armas, on comprend qu'en fait c'est elle la tueuse, alors que d'habitude dans les whodunits on est du côté du détective souvent, et qui va découvrir petit à petit des indices. Et en fait dans les films Knives Out, en tout cas dans le premier, dans le troisième et le deuxième aussi, même si le deuxième je crois qu'il est un peu plus focus sur Benoît Blanc, c'est que c'est pas le personnage principal en fait. Et là on est paradoxalement d'ailleurs dans le premier du côté de la personne qui a commis le crime, et en fait il y a un sentiment assez étrange, c'est qu'on veut pas que la personne se fasse prendre parce que c'est le seul perso de cette histoire, Anna de Armas, qui est empathique en fait, enfin à qui on s'attache en fait, qui est pas horrible, etc. Donc je trouve que ça retournait pas mal les codes du whodunit, et ouais, c'était plutôt cool, quoi. Même si je trouve que la fin du film elle est un peu classique sur des rails, et encore une fois la révélation
du whodunit, et je reviendrai encore dans ce troisième opus. Je trouve que c'est un peu alambiqué. En fait, c'est des trucs, ils te cachent pour moi sciemment des indices pour pas que tu devines certains trucs. Donc bon, c'est un peu un cinéma de petit malin, et la révélation me galvanise pas, mais je trouve que le premier à couteau tiré est vraiment sympathique, quoi. Et surtout que le whodunit, moi j'aime bien ça, en fait. Moi j'aime bien les films de détective, et ça marche plutôt bien, quoi. Donc voilà. Ça a été un succès en salle à couteau tiré. Netflix a acheté les droits pour faire des suites, etc., à hauteur de plus de 400 millions, enfin un truc de malade. Ouais, c'est énorme. Le deuxième, je vais pas en parler beaucoup parce que je m'en souviens pas. Je me souviens pas vraiment du film, même si je sais qu'il m'a beaucoup moins plu que le premier, parce qu'il y a une... Mais t'as dit un truc un peu faux où tu disais c'est beaucoup sur le même, mais en fait il y a le personnage de Janelle Monáe qui est un peu le perso principal. Mais c'est pour ça que le deuxième, j'ai dit, je suis plus sûr, mais il me semble quand même que Benoît Blanc, on commence avec lui. Il me semble que la première partie peut-être je me souviens plus, mais oui. deux, il me semble quand même que on voit même sa vie de couple, en fait, au début, et puis qui débarque sur le bateau. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est quand même beaucoup plus central dans le deuxième, il me semble, que le premier et le troisième, quoi. Où Oui, là, vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Mais effectivement, il partage l'affiche avec Janelle Monáe, voilà, qui est une très bonne actrice, je trouvais, dans le film. Mais je trouve que là, son côté petit malin, à te cacher des trucs, et il y avait des révélations au milieu du film, je vais pas les spoiler ou quoi, qui m'ont sorti totalement du film. Il y a même tout un truc avec des jumelles, voilà, je sais pas spoiler, qui ça m'a énervé. Enfin, j'aime pas ce genre de trope. Moi, je trouvais ça génial. Que ça me saoule, en fait, ce genre de truc. Et des histoires de points de vue et tout, mais les personnages restaient toujours intéressants. Il y a toujours plein de personnages en couleur et tout qu'on est bien à recevoir. Il y avait même une autre ambiance. Donc voilà, c'est pas un film horrible, hein, je trouve, à couteau tiré 2, mais juste j'ai beaucoup moins de souvenirs que le premier, il m'a beaucoup moins marqué, voilà. Et on arrive au troisième, Ista. Alors le troisième, j'ai pas trouvé forcément le budget parce que je crois qu'ils ont mis 400 millions pour les deux films. Et en fait... Ah oui, c'est ça, oui. C'est un contrat pour les deux films, je crois, ouais. C'est ça, mais sauf que le premier... Enfin, le Knives Out 2, là, le Glass Onion, en fait, il a coûté 40 ou 50 millions, je crois. Et je crois que pour celui-là, il a coûté genre presque 200 millions, le Knives Out 3. Vache. Mais bon, je pense que c'est parti dans la poche des acteurs, en fait. Parce qu'ils étaient obligés d'écouler, apparemment, le budget, après, je crois que c'est très nébuleux, hein, comme information, mais il aurait coûté 210 millions. Bon, on sent pas plus ou moins la différence avec les autres Knives Out, parce que je pense que c'est parti dans la poche des acteurs, c'est pas du tout... voilà. Je pense que c'est juste un cachet pour les acteurs, je pense clairement, quoi. Bah oui, parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus. Non, mais parce que je pense que l'histoire ne nécessitait pas du tout 200 millions, mais comme Netflix était engagé, je pense qu'ils étaient obligés de financer le film à cette hauteur-là, en fait. Et donc, du coup, bon, bah, je pense que Ryan Johnson, Daniel Craig et tout, ils se sont mis plein les poches, je pense. Ouais, il y a moyen. Parce que tu vois, j'aurais pu penser que le 2 était plus cher, parce que le 2, il y a la grosse villa et tout, quand même, quoi. Ouais, mais même encore ça, enfin, je veux dire, c'est encore un genre de huis clos, tu vois, ils se retrouvent toujours dans des endroits bien sûr, très fermés, etc. Whodunit, généralement, c'est ça, hein. Et donc, Ista, je te propose de passer à la critique. On peut y aller. C'est parti. Alors, qui veut parler en premier ? Lorsque le prêtre flamboyant et controversé d'une petite paroisse en Nouvelle-Angleterre est assassiné dans des circonstances en apparence impossibles, le détective privé Benoît Blanc fait équipe avec le jeune vicaire local pour démentir les rumeurs d'une intervention surnaturelle et démasquer l'assassin. Je sais pas si on dit vicaire ou vicaire, je crois qu'on dit vicaire. Voilà, mais bon, bref. Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Calice Payne, enfin, casting 98 étoiles. Et ça, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Knives Out 3, Wake Up Dead Man ? C'est un bon film, mais je suis assez déçu quand même. Au final, je l'attendais quand même pas mal parce que j'ai bien aimé les deux d'avant. Et ouais, au final, je suis un peu déçu déjà parce que je trouve que tout le casting secondaire, les personnages qui tournent autour d'eux, bah je trouve qu'ils n'existent pas beaucoup. Au final, on les suit pas beaucoup, on n'apprend pas beaucoup de choses sur eux et je les trouve un peu absents du récit. Au final, c'est beaucoup plus sur le personnage de Josh O'Connor plus qu'autre chose, quoi. Même si Josh O'Connor, par contre, joue très bien. Voilà, j'ai aucun problème avec les acteurs. Voilà, ils jouent tous très bien. Benoît Blanc est super. Voilà, Daniel Craig et tout. Mais déjà, il arrive tard dans le film. Il arrive au bout de 40 minutes. J'ai regardé, je me suis dit, au bout d'un moment, comment ça se fait ? Il est toujours pas là, mais ouais, il arrive tard. Déjà, ça montre aussi un problème que j'ai avec le film, je le trouve trop long. Il fait 2h30, je crois. Pour ce que ça raconte, je trouve que c'est trop. Le côté ludique du Whodunit a pas vraiment marché sur moi parce qu'en fait, dès le début, j'ai compris qui était le personnage qui serait le meurtrier, quoi.
eh bien c'était bien ce personnage-là. Donc en fait moi j'étais convaincu que c'était ce personnage et c'était bien ça à la fin. Donc en fait je me suis pas tellement amusé en regardant ce film-là, même s'il y a de l'humour des fois par contre qui fonctionne de temps en temps, mais il y a un peu de l'humour méta aussi où là j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'étais pas trop fan. Mais voilà, dans l'ensemble ça reste un bon film, il y a un bon casting, c'est bien raconté, c'est bien foutu, c'est bien réalisé. Donc voilà, mais moi je suis déçu et c'est moins mon des trois pour ma part. J'ai bien aimé. Comme les autres Knives Out, c'est fun, c'est plutôt bien pensé, mais peut-être qu'on arrive au bout de la formule Rian Johnson, je pense. C'est-à-dire que ça se suit très bien et je pense que même c'est plutôt, mon avis est plutôt positif sur le film. Je me suis pas ennuyé, même si le film est trop long, je pense, parce qu'il y a un vrai talent de mise en scène, je pense, chez Rian Johnson, qui rend ses films assez plaisants à suivre, surtout visuellement, et il essaye encore même de créer une autre ambiance que les deux autres Knives Out, et ça, pour le coup, ça marche plutôt bien. Il y a un super duo avec Josh O'Connor et Daniel Craig qui sont différents mais se complémentent vraiment super bien. Il y a des thématiques qui sont actuelles, très intéressantes, sur lesquelles on va revenir, mais malheureusement les persos secondaires avec un casting 5 étoiles, ils sont pas du tout développés, alors que c'était quand même une des grosses forces des deux autres. Et en comparaison, c'est vrai que là c'est assez maigre ce que les autres ont à jouer, et la conclusion de cette enquête, elle m'a pas vraiment satisfait. Comme à chaque fois, en vrai, avec les Knives Out, la fin me satisfait pas, mais là, j'avais trouvé le coupable assez rapidement, et je trouve que cette enquête est traîne en longueur, il y a des sous-intrigues, etc. Mais ça reste vraiment un divertissement, dans le bon sens du terme, qui est vraiment très très bien fait, très très fun, et je sais pas si c'est celui que j'aime le moins des Knives Out, ça se joue avec le 2, mais c'est clairement pas au level du premier, je pense, pour moi. Il y a une volonté de Rian Johnson d'installer une autre ambiance, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que chaque Knives Out a une ambiance différente. Le premier, c'était vraiment le Cluedo vivant, avec cette famille riche, etc. L'autre, c'était une île paradisiaque, là, pour de milliardaires et tout. On sentait l'été, la chaleur, etc. Là, c'était vraiment ça. Et là, on est dans une église, en fait, quasiment, et on est dans une atmosphère plutôt gothique. Est-ce que toi, c'est un parti pris, enfin, en tout cas, une atmosphère qui t'a plutôt pris, Ista? Ouais, j'aime bien. Ça me fait penser à, tu sais, au film de Branagh, là, Kevin Branagh, qui fait aussi des films d'enquête comme ça. Et le dernier qu'il a fait, le troisième, c'est aussi un truc, Mystère à Venise, là, un peu sur le truc un peu horreur et tout. Mais ouais, là, il y a ce truc un peu gothique, machin, avec des églises et tout. Ouais, moi, j'aime bien l'idée. Je trouve ça pas mal. Ouais, sur l'ambiance, c'est plutôt, c'est bien que ce soit différent. C'est bien que ce soit différent des deux autres. Je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, même. Pour le coup, voilà, les Kenneth Branagh, là, comment il s'appelle le dernier, je sais plus, là, celui qui Mystère à Venise. Mystère à Venise, voilà, c'était nul, voilà, faut le dire. Et, ça s'y rapproche dans l'ambiance un peu gothique, même, ça va dans un registre un peu horrifique, hein, celui-là, dans la deuxième partie, plutôt, du film, légèrement, hein, il y a un peu plus gothique à certains moments, même si j'aurais aimé qu'il pousse peut-être ce trait beaucoup plus dans le film. Je trouve qu'il y avait vraiment, bon, c'était pas son ambition, mais je pense vraiment qu'il aurait pu pousser le côté gothique, etc. Et c'est ces références-là vraiment dans ses retranchements, parce que les rares moments où il le fait, c'est vraiment vraiment bien, quoi. Vraiment, j'étais vraiment pris par ces moments-là. Surtout que le film, je trouve que techniquement, encore une fois, le film, moi, il m'a plutôt pris. Je le trouve plutôt beau. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément fans du film visuellement. Moi, je trouve vraiment pas mal dans ses choix de cadre, dans sa manière qu'il a de gérer la photographie, la lumière. Enfin, la lumière, elle est hyper travaillée dans le film. Il y a pas mal de séquences dans l'église avec la lumière qui est projeté sur les personnages, et ça a un sens en plus vis-à-vis de ce que les personnages disent ou traversent. Et en plus, évidemment, c'est un symbole religieux très très fort. Voilà, il y a des symboliques un peu lourdes dans le film, je trouve, surtout la fin, le dernier plan, etc. C'est un peu lourd, je trouve. C'est pas le plus fin Rian Johnson, mais visuellement, je trouve que ça marche, quoi. Et puis il y a tout ce flashback aussi sur l'enfance d'un personnage, etc. Il y a vraiment des idées visuelles qui marchent super bien, moi, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que visuellement, c'est super. Hein. Je pense que c'est même un des meilleurs films visuellement que j'ai vu sur Netflix. Il n'y a pas ce flou dégueulasse ou les trucs qu'on reprochait au Rebel Moon ou des trucs comme ça. Ouais, non, mais c'est très bien fait. Enfin, moi, je trouve que c'est joli, quoi. C'est super joli. Non, mais maintenant que tu y penses, c'est vrai que c'est un film Netflix, et c'est vrai que celui d'avant, comme celui-là, j'ai pas l'impression qu'il y a un filtre Netflix, etc. On l'avait reproché ça d'ailleurs au film de Guillermo del Toro, on avait dit qu'il y avait un filtre un peu bizarre sur certaines séquences ou quoi. Enfin, et là, c'est vrai que j'ai pas du tout ressenti ça. Après, peut-être d'autres gens ont ressenti. C'est peut-être c'est subjectif, peut-être un peu ce qu'on dit. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que il est encore maître de sa mise en scène et de ses visuels, et que oui, on n'a pas le filtre Netflix un peu dégueulasse, quoi, pour le coup, quoi. Le film, a des thématiques religieuses très fortes, et moi je trouve que c'est assez intéressant parce que les deux premiers
Knives Out parlait des riches de manière différente. Hein. C'était une famille riche, un peu de génération en génération. Là, le premier, le deuxième, ça parlait plus de Elon Musk, en fait, tout simplement. Hein. Le personnage d'Edward Norton. Musk ou l'île. Ouais, oui, c'était Musk complètement. Mais il y a aussi ce truc, tu sais, l'île d'Epstein, Jeffrey Epstein ou des trucs comme ça. Oula, je sais pas si ça s'inspirait de ça pour le coup. Je me souviens pas de ça. Non, c'était un milliardaire qui avait une île, quoi. Bah, après, il y avait des Oui, trucs. oui, mais après, il y a plein de milliardaires qui ont une île, mais Epstein, ça me paraît quand même très spécifique sur quand même les. Enfin voilà, je veux pas qu'on se fasse démonétiser. Mais voilà, c'est Ok. autre chose. C'est autre chose. Mais effectivement, il y a plein de milliardaires qui ont ce genre de deal, etc. Mais je pense que Edward Norton me faisait beaucoup penser à Elon Musk dans dans sa caractérisation, etc. Et bah voilà, en fait, il est toujours en prise quand même avec une certaine actualité, Rian Johnson, parce que c'était sorti en 2022 et c'était actuel. Et là, aujourd'hui, il parle de dérives religieuses, quoi. Il critique quand même des dérives religieuses, des fondamentalistes religieux qui deviennent de plus en plus présents, en fait, dans notre monde, de gens qui utilisent la religion pour la détourner, qui redirigent une religion qui prône la paix en haine de son prochain, quoi. Et c'est vraiment le personnage de Josh Brolin qui incarne vraiment ça. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a beaucoup de fondamentalistes religieux, et j'y reviendrai plus tard. Il y a plusieurs figures d'une certaine extrême droite religieuse, voilà, qui sont un peu moi, ce que je veux dire, critiquées dans le moi, film. c'est surtout des Trumpistes qui sont critiqués dans le film. Oui. Mort, les complotistes et tout. Les mecs de l'armée, là, à la fin. Tu vois, comme dans la bibliothèque, là. Enfin, voilà, enfin. Bon, pour moi, c'est vraiment les Trumpistes, quoi. En gros, oui, l'extrême droite, quoi, ultra conservateur. Oui, il perd sur ouais, comme t'as dit, quoi, sur le catholicisme, etc. Ouais. Ouais, c'est toujours intéressant parce qu'il y a quand même une montée de l'extrême droite dans le monde, mais aussi de ce genre de dérives religieuses, quoi, pour le coup. Donc c'est assez sympa qu'ils soient en prise avec cette actualité, même s'il n'est pas manichéen dans le film non plus. Hein. Je veux dire, au milieu de toute cette dérive, il y a quand même le personnage de Josh O'Connor qui est un religieux, voilà, qui a envie de bien faire et qui est dans la paix, dans l'amour, etc. Quoi, même si on y reviendra après, parce que c'est un personnage très intéressant, parce qu'il est assez nuancé et à l'intérieur on sent que ça bouge, surtout qu'il a une backstory qui fait que c'est pas un personnage tout gentil, tout ça, on sent qu'il a un passé assez sombre, etc. Mais il y a des très beaux moments, je trouve, dans le film qui m'ont vraiment pris, même vis-à-vis de la religion, etc. Il y a ce moment qui est hyper beau, je trouve, dans le film, qui m'a vraiment pris, où le personnage de Josh O'Connor est au téléphone, il veut avoir une information d'une standardiste, etc. Et la standardiste, bah voilà, elle arrête pas de parler, elle le fait chier, et d'un coup, la situation change quand elle lui rappelle quelque chose quand même parce que c'était un prêtre, et elle lui dit j'aimerais prier avec vous. Et là, d'un coup, là, tu sens l'ambiance qui change et d'un coup qui se retourne vers sa religion, etc. Et ce moment, il est vraiment super beau, je trouve, dans le film. Enfin, c'est peut-être le meilleur moment du film, je trouve, surtout vis-à-vis du personnage de Josh O'Connor qui marche très bien, quoi. Ouais, elle est super cette scène, effectivement, je suis d'accord. Mais après, elle est frustrante aussi parce que c'est un moment où il y a un truc qui va être révélé et puis en fait, non, ça rend le coup. Donc il y a un peu ce jeu à la Rian Johnson pour pas te donner des trucs et à un moment tu penses les avoir. Mais moi je voulais dire aussi que j'ai lu une interview de Rian Johnson et lui il vient d'une famille ultra catho, en fait, à la base. Mais lui, par contre, quand il a été, je crois, au lycée ou un truc comme ça, il a commencé à perdre la foi et tout. Et en fait, maintenant, il est plus autant religieux que ça. Il est un peu, tu vois, même un peu anti-religion, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris. Enfin, mais il s'est éloigné pas de ça, anti-religion, mais voilà, il est plutôt athée, tu vois. Il y croit plus trop en Dieu et tout. Mais par contre, je pense qu'il respecte les religions quand même, tu vois. Oui, mais de toute façon, ça sent dans le film, peut-être aussi son rapport à la religion aussi. Le personnage de Benoît Blanc est pas du tout religieux, lui, d'ailleurs, dans le film, il y a ce contraste entre Josh O'Connor et Daniel Craig et tout dans le film. Et je pense que c'est un film qui est assez personnel aussi sur lui-même, puisque moi aussi j'avais vu que, voilà, il a été pratiquant quand il était jeune. Enfin, voilà, il a baigné dans la religion aussi, quoi, pour le coup. Mais même s'il y a tout ce rapport avec, on va dire, la religion, et on y reviendra tout de suite, il y a quand même, on retrouve comme une formule qui était dans les Knives Out, c'est-à-dire l'humour, même si là c'est dans un autre registre, c'est-à-dire c'est le décalage avec la religion, parce qu'il y a tous ces moments, surtout dans la première partie du film, qui m'ont fait, enfin, que moi ça m'a fait rire, hein, donc n'hésitez pas à aller voir le film parce qu'il est quand même assez fun quand même. C'est le décalage entre ce que certains prêchent et ce qu'ils sont, en fait. Et il y a toutes ces scènes avec le prêtre de Josh Brolin qui se confesse. Et alors là, c'est très drôle, où il raconte comment il s'est masturbé, combien de fois, tout ça à Josh O'Connor, et Josh O'Connor qu'on peut plus, qui raconte tout ça dans les détails, etc. Et il y a plein de choses comme ça, où Josh O'Connor qui, sans faire exprès,
dit des insultes dans l'église et fait merde. Enfin, tu sais, il dit oh, excusez-moi, je voulais pas faire ça. Donc, il y a tout ce contexte religieux qui donne aussi un côté fun et humoristique, je trouve, dans le film, quoi. Ouais, complètement. Après, si on parle de l'humour, ouais, c'est vrai qu'il y a l'humour sur la religion qui est un peu drôle. Genre, à un moment, il y a le personnage de Kelly Spenny qui se lève et il y a un personnage, la vieille, là, qui fait ah, c'est un miracle! Et tout. Elle fait non, mais juste, je peux marcher. C'est juste que ça me fait mal. Ça m'a fait mourir. Par contre, la vieille, c'est Glenn Close, quand même. Respecte. Pardon. Respecte Madame Glenn Close, s'il te plaît, monsieur. Mais oui, ce moment, il m'a fait. C'est un des moments les plus drôles du film, hein, clairement, quoi, pour le coup. Ouais, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Mais par contre, je trouve qu'il y a un humour un peu bizarre, un peu métal, là où il dit oui, on va faire un film de nous sur Netflix et tout. Là, j'étais un peu en mode, tu vois. Là, j'étais un peu en mode, après c'est une réplique pour le coup, mais oui, ça fait un peu clin d'œil. Vous avez vu, on est, voilà, on est là, on est présent. Il y a eu ça et après c'est pas de l'humour, mais parce qu'en fait la première partie du film, genre c'est en fait c'est une lettre qui est écrite. Et en fait, on suit la lettre qui est écrite par, même si on le sait pas tout de suite, mais on suit la lettre qui est écrite par le personnage de Josh Connor. Et en fait, quand il dit ça fait 1 heure que j'écris, en fait, tu regardes le timer, t'es vraiment à 1 heure du film, en fait. Ah, j'avais même pas remarqué ça. Ouais. Mais après ça, pour le coup, il reprend un peu la formule qu'il y avait dans le premier, le deuxième, je sais plus. Mais c'est-à-dire qu'on prend pas du tout le point de vue de Daniel Craig. Daniel Craig n'est pas le personnage principal du film, comme dans le premier. Et on est du point de vue du personnage le plus empathique, en fait, de tous, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tous un peu horribles, tous les personnages religieux. Et lui, il a quand même, t'es de son point de vue. Et là, on sait que c'est pas lui, d'ailleurs. On sait que c'est pas lui le coupable, etc. Donc, c'est assez intéressant de dire, mais attends, comment il va s'en sortir, etc. Et le début, sa lettre, le côté narrateur, etc. Je trouve que ça marche bien parce que j'ai l'impression d'assister à sa confession, en fait. À sa confession à lui. Oui. En fait, qui se livre totalement sur son passé, sur comment il a vécu les choses, etc. Et je trouve que, ça, encore une fois, il s'est vraiment m'embarquer dans ses récits, quoi. Le début, je suis vraiment embarqué directement, moi, dans le film, quoi. Moi, c'est même la meilleure partie du film, la première moitié, je trouve. Vraiment, j'étais vraiment dedans, quoi. C'est vrai que la première heure, allez, je dirais quand même 1h30, parce que moi, au bout d'un moment, je réclamais Benoît Blanc, quoi. Parce que c'est vrai que peut-être comme d'hab, la dernière partie, c'est peut-être la moins bonne, effectivement, sur le coup, mais c'est vrai que le début est plutôt intéressant. Et surtout que Josh O'Connor, il est vraiment génial, quoi, dans le rôle. Et moi, à chaque fois que je le vois, cet acteur, je le trouve super. Bah voilà, dans Challengers, on l'avait vu, on avait beaucoup aimé. Mais je trouve que vraiment, il a une humanité en lui qu'il contient à l'intérieur, etc. Il est vraiment, enfin, je sais pas, il y a une humanité qui bouillonne en lui, quoi. Il y a une vraie émotion, ce personnage, je trouve, il est vraiment nuancé dans ses dilemmes, ses propres dilemmes, etc. Je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. Et je dis pas ça parce qu'il ressemble au gars dans Ratatouille, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Il y a eu beaucoup de blagues sur ça, en fait, en interview, etc. On lui dit qu'il ressemble beaucoup. Parce qu'il dit qu'il aime bien Ratatouille, et il y a plein de gens qui disent qu'il ressemble à Linguini, le personnage principal de Ratatouille. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu vois la tête de ce personnage, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au personnage. Il est pas roux, Linguini, là? Ah, pas le du tout. personnage de Ratatouille? Non, il est brun. Ah non? Il est brun, merde. Il est brun, ok. Par contre, j'ai dit de la merde, il est pas du tout brun, noir, pas du tout, il est plus châtain ou roux. Bon, voilà, bref. Ouais, bah tu vois, j'avais raison. C'est vrai, t'as un meilleur souvenir des coupes de cheveux des personnages que moi, c'est vrai. C'est ça. Et ils forment un super duo, Josh O'Connor avec Benoît Blanc. Voilà, Benoît Blanc, c'est le meilleur rôle de Daniel Craig. Moi, je veux vous dire, je suis pas fan de Daniel Craig. Voilà, je suis pas fan de son James Bond. Bon, en même temps, j'en ai rien à faire de James Bond, voilà. Mais moi, de sa carrière ou quoi, d'acteur, m'a jamais transcendé. Mais c'est vrai que là, le côté cabotin, caricatural, avec son accent horrible et tout, je trouve ça super. D'ailleurs, il avait dit en interview que au début, il voulait faire que à chaque Knives Out, il a un accent différent. Et je regrette qu'il ait pas fait ça parce que ça aurait été trop drôle, quoi, de l'avoir avec un accent mexicain ou je sais pas quoi, ou d'avoir d'autres trucs, quoi, pour le coup. Mais en tout cas, je trouve que là, le duo marche bien, même si c'est peut-être le film où il est le moins présent, comme t'as dit, hein, je pense Benoît Blanc en tout cas. Mais la différence entre les deux, et le respect que les deux personnages ont, c'est ça qui marche à chaque fois, hein, que ce soit avec le personnage de Janelle Monáe dans le deuxième opus ou avec Ana de Armas dans le premier, ça marche vraiment, quoi. L'un il est religieux, l'autre il est pas du tout, surtout qu'en plus Benoît Blanc, on sait qu'il est gay, hein, parce que je crois qu'il me semble que dans le deuxième opus il sort avec Hugh Grant, etc. C'est très drôle, ça. Oui, c'est ça. De voir Hugh Grant là-dedans. Et on sent que, effectivement, la religion et lui, ça fait deux, quoi. Mais pour le coup, ils se complémentent vraiment bien, quoi. Et je trouve que c'est peut-être le film où on apprend peut-être le plus sur la manière de penser de Benoît Blanc aussi, quoi. Sur la manière qu'il a de la vision des choses. Même si c'est pas le film où il est le plus présent, je trouve que c'est là où peut-être qu'on comprend plus son intériorité, quoi. Parce que dans le premier,
c'est présent, mais bon, voilà, c'est des détectives ou en couleur, etc. Ah oui. Et dans le 2, on apprend plus sur sa vie personnelle, mais là, sur sa manière de penser, je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils forment un super duo, les deux, ça marche super bien. Puis ouais, lui, ça se voit qu'il s'éclate dans ce rôle, Daniel Craig. Vraiment, c'est sur le coup, je pense que c'est le rôle de sa vie. Et puis même moi, comme t'as dit, ouais, je trouve aussi que, en fait, quand il fait James Bond, il a ce truc très froid, très carré, machin et tout. Et en fait, là, il est dans un registre tellement différent, quoi. On dirait même pas le même acteur, quoi. Je sais pas, mais moi, pour moi, Benoît Blanc, c'est super pour sa carrière, puis c'est bien pour lui maintenant que, voilà, il commence à vieillir, quoi, et les films d'action, ça devient compliqué, et bon, ce rôle de détective est vraiment fait pour lui, et ouais, il est très drôle aussi dans ce rôle-là, je trouve. Ouais, c'est ça qui marche, c'est qu'on sait que c'est James Bond avant, et donc là, il y a le décalage forcément avec ce qu'il est devenu, quoi. Moi, j'aime bien ses choix de carrière, surtout qu'il avait fait un film de Luca Guadagnino cette année qui s'appelle Queer, où il est vraiment génial dedans, quoi. Il est vraiment génial et tout. Donc, ouais, peut-être qu'au fur et à mesure, je vais finir par apprécier Daniel Craig. Et surtout que Ryan Johnson, il a réussi quelque chose. C'est quand même, il a fait, il a créé le film original Knives Out. Donc, il a créé une saga, voilà, qui devient peut-être un peu iconique aujourd'hui. Mais surtout, le personnage de Benoît Blanc, il est devenu un peu iconique quand même. Et peut-être culte, voire peut-être culte un jour, tu vois, vraiment, quoi. Et je me dis, c'est pas donné à tout le monde de créer un personnage culte, surtout qu'il est traversé quand même par pas mal de détectives quand même qui sont assez iconiques, etc. Et il faut se mettre à leur level, quoi. Et moi, je trouve qu'il a réussi quand même à créer un personnage qui est tout à fait iconique maintenant, voilà, qui est assez reconnaissable, etc. Et oui, qui va, je pense, marquer la pop culture. Voilà, c'est le fameux débat. Est-ce qu'il va marquer la pop culture ou pas? Non, mais oui. C'est déjà fait, j'ai envie de dire. Mais oui, sûrement. sûrement. Maintenant, peut-être parlons des points peut-être qui fâchent un peu plus. L'enquête. Alors l'enquête, moi je trouve qu'elle se suit sans déplaisir, encore une fois, parce que moi j'ai pas de problème à suivre cette enquête, quoi. Et comme à chaque fois, il y a des retournements, des twists, enfin comme ce genre de whodunit. Et je trouve que là où l'enquête est bien, peut-être, c'est quand même sur le fait que ça arrive à jouer sur ce qu'on croit être réel ou non, surtout à un moment du film, vers la moitié du film, on a du mal à distinguer la réalité de ce qu'elle est ou pas. Enfin, ça trouble vraiment bien cet aspect-là en fait de l'enquête. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais je vais dire la vérité, moi dans les films Knives Out, les 3, c'est pas du tout l'enquête que j'aime bien. Enfin, vraiment, hein, je la suis, etc. Je suis dedans, mais c'est pas du tout ça qui me fait aimer les films, vraiment, du tout, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, comme j'ai dit, la révélation de fin, etc., je trouve ça alambiqué, on va y revenir tout de suite. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les personnages, c'est l'ambiance, c'est les shoots verbales, etc., et la mise en scène, hein, je vais le dire, voilà, pour le coup. Mais là, par exemple, comme tu l'as dit, l'enquête, elle est trop longue. Enfin, il y a 50 000 sous-couches d'enquête, etc. Au bout d'un moment, quand tu réfléchis au film et que tu déconstruis le film de l'enquête, tu te dis, en fait, tu peux virer plein de trucs, quoi. Ah oui, non mais le film, oui, je trouve qu'il est trop long pour ce que ça raconte, et ouais, effectivement, ça pourrait aller plus vite, quoi, et il y a peut-être trop de twists, effectivement, ouais. Après moi, c'est surtout que j'ai compris dès le début qui c'était, parce que je trouve que en fait c'est assez, enfin, si tu connais un peu les films comme ça, je sais pas, ça me paraissait logique que ce soit ce personnage, tu vois, et c'était ce personnage, quoi. Et donc, moi, le côté ludique, je l'ai pas eu du tout du truc, parce qu'en fait, je suis resté sur ma position tout le long. Et donc, c'était, je me suis pas amusé sur ce truc-là, à chercher le tueur et tout, à me dire, ah, peut-être lui, ah, peut-être non. En fait, j'ai pas douté du tout, pendant tout le film. Et j'étais en mode, c'est elle, je suis sûr, tu vois, et c'était ça. Donc, on va prévenir, on va spoiler quand même, parce que voilà, même si je pense que les gens sont habitués, mais voilà, je préfère dire, on va spoiler. C'est vrai que moi aussi, je vais cramer quel personnage était le tueur. En fait, bah oui, c'est Glenn Close. Et moi, j'ai remarqué dès le moment où il y a eu le meurtre. Le flashback, là, non? Oh non, moi, c'était déjà le flashback. Et même... Mais moi, le flashback bizarre, là, où elle parle de la meuf qui s'est soi-disant suicidée ou je sais pas quoi, là. Oui, non, mais je veux dire, il y avait tu sens que c'est un des persos qui a le plus de consistance au début pour la tuer, parce que de toute façon, on parlera des autres, mais ils sont beaucoup plus creux. Mais moi, le moment où il y a le meurtre, où elle se jette... en fait, elle tombe sur la croix, là. Et tout, sur la croix et tout, j'ai fait, mais elle fait diversion, là. Enfin, elle fait diversion pour, oui. clairement, pour, voilà. Et j'ai fait, ok, bah, j'ai deviné que c'était elle. Après,
J'avais pas deviné que Jeremy Renner était lié au coup, Oui, etc. ça non, moi non plus. Et voilà, c'est Ryan Johnson, donc il va complexifier le truc, te dire qu'en fait, il y a eu un cas, après ils sont partis dans son sous-sol, etc. Donc il va rajouter des éléments, etc. pour relancer un petit peu l'intrigue. Mais en fait, le truc que j'aime pas vraiment dans ces enquêtes et dans ces révélations, etc., c'est que, bon là, le coupable, je l'ai deviné, je le devine pas toujours, mais là, bon voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté pas satisfaisant, mais c'est le comment, en fait. C'est comment ils ont fait, quoi. Que je trouve qui est pas devinable du tout, quoi. En fait, c'est impossible de deviner tout, comment tout s'est déroulé, tellement c'est tarabiscoté en fait de comment ils ont fait. Enfin, c'est trop éloigné pour que je devine ça. Il y a plein d'éléments en fait qu'on nous a pas donné pour deviner ça, quoi, qu'on nous a caché sciemment, tu vois, dans le film, quoi. Et donc je suis en mode non mais c'est impossible que je devine tous ces effets, et surtout qu'à la fin on te dit quand même. En fait, ils ont utilisé une technologie où en fait Jeremy Renner il appuie sur un bouton pour qu'en fait ça plante dans le dos, etc. Et là tu fais ouais mais là ça va, enfin tu vois, tout de suite ça va trop loin. Tu fais bon bah oui, bah, j'aurais pas pu deviner de toute façon, voilà quoi. C'est complètement alambiqué pour le coup. Et surtout qu'à la fin, enfin ça dure 30 minutes d'explication de leur truc, et je trouve que c'est un peu long, quoi. Je trouve que c'est vraiment un peu longuet pour ce que c'est, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vachement long, les explications du pourquoi, du comment, à partir du moment où il y a... Bah, elle se confesse, en gros, hein, le personnage de Glenn Close, là, au personnage de Josh O'Connor. Mais j'ai l'impression qu'en fait, même lui, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ce qui l'intéresse le plus, j'ai l'impression que c'est le parcours du personnage de Josh O'Connor plus que l'enquête, quoi. Ah, mais complètement, J'ai de toute façon, l'impression, là. Je pense que c'est ça, c'est son personnage principal, il a envie de l'accentuer le truc et tout. Mais là où peut-être dans les autres Knives Out ça a marché peut-être un peu mieux, enfin surtout le 1 je vais dire, c'est que en fait il y avait un casting autour qui répondait au personnage principal qui, je trouve, marchait bien, quoi, dans leur caractérisation, etc. Ici, je trouve que le bas blesse, c'est-à-dire que le casting est très très cool, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs, il y a plein d'acteurs, de grands acteurs, et il y en a qui marchent très bien, hein. Moi, Glenn Close, par exemple, je la trouve superbe dans le film. Voilà, à chaque fois, elle marche très bien. Le personnage de Josh Brolin, bon, c'est la personne qui est assassinée. Bah, dans les 30 premières minutes, il a une présence. Il est drôle, en vrai. Ah oui, mais il est très drôle, mais je vois très bien ce genre de leader charismatique que ça peut être. Toi, je vois très bien dans notre réalité, même si évidemment c'est des persos un peu caricaturaux, etc. Josh Brolin, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve un peu sous-coté quand même. Bah, c'est-à-dire qu'il en impose vraiment d'un coup, et tu sens vraiment le charisme du gars, quoi. Comment il les mène à la baguette, etc. Et aller, peut-être le personnage de Jeremy Renner est un peu plus fouillé que les autres, quoi, je dirais peut-être. Et encore, enfin vraiment, c'est pas non plus incroyable, quoi. Bah, il est plus lié à la finalité, etc. Donc il y a un peu plus de choses, quoi, pour lui. Mais c'est vrai que, en fait, ils sont très sous-exploités, les personnages, comparés au premier film, quoi. Et le premier film avait cette intelligence, c'est-à-dire que les premières séquences, les 20 premières minutes, on n'était pas tout de suite vraiment avec le personnage d'Anna de Armas. C'est-à-dire que on avait ces séquences d'interrogatoire, en fait, où Benoît Blanc d'ailleurs était dans l'ombre, on le voyait pas, on savait pas du tout, il est très bien iconisé dans cette scène, mais en fait où c'est juste les personnages qui parlaient, qui développaient leur relation avec les autres membres de la famille, de ok, comment eux se voient par rapport aux autres, comment ils voient les autres, etc. Et en fait on voyait se dessiner un peu cet arbre familial, etc., leur relation, leur manière d'être et tout, et c'était hyper efficace en fait la manière de l'interrogatoire pour caractériser tous ces personnages d'un coup. Et en fait après tu peux déplier le film en faisant du ping-pong verbal, etc. Ici au moment du meurtre, déjà il y a très peu de personnages que je connais, même si Josh O'Connor dans sa lettre, etc., il décrit un peu les persos qui sont, mais il les décrit très vite, en fait. Il les décrit très rapidement. Ok, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça et tout. Et je me dis, ils auraient peut-être pu accentuer vraiment ce truc-là, même quitte à rallonger le truc. Et là, je sais que toi, tu vas pas être d'accord sur le fait que Daniel Craig est pas là, mais quitte à rallonger le truc, la première partie, de développer quand même les relations que ces personnages ont, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ont une présence qui est uniquement symbolique, en fait. Plus que il y a pas de chair, en fait, il y a pas de substance de ces personnages, et c'est vraiment juste le symbole qu'ils représentent, quoi. Il y a la femme là, merde. Kerry Washington. Ouais, je pense, oui. Qui se met à fumer et tout là, et on lui dit ce perso-là, il aurait pu avoir un truc intéressant, mais je trouve aussi qu'il est sous-exploité, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils veulent en faire quelque chose, mais il en fait pas grand-chose, quoi. Et c'est un peu dommage. Il y a aussi pas mal le youtubeur là. Parce que ça aussi, l'idée, elle est bonne. Si youtubeur qui fait des vidéos complotistes, machin et tout. C'est un influenceur politique d'extrême droite. Sauf qu'il est raté, lui. Enfin, tu vois, il a pas réussi complètement, tu vois vraiment qu'il marche, ça marche pas. Mais il y en a plein, ce genre d'influenceurs politiques d'extrême droite qui utilisent la religion chrétienne, pour faire passer leur message, etc. Leur message nauséabond. Ils essaient
de travestir un peu la religion pour que ça influence. Mais en fait, tous les personnages sont, enfin, Andrew Scott qui veut vendre ses livres et qui va les vendre à des gros raslards là à la fin et tout. Il y a pas mal de personnalités comme ça. Même Jeremy Renner, on te décrit vraiment qu'il est devenu un incel, quoi. Ce mec qui s'est fait quitter par sa femme, il est devenu un incel totalement, quoi. Et mais tout ça, c'est esquissé, mais ça n'a pas totalement exploré, tu vois. Surtout qu'on sent que Josh Brolin, il manipule bien, tu vois, dans ce côté-là, dans ce côté un peu secte, enfin, un côté un peu sectaire et tout. Mais putain, pousse un peu plus ton truc, tu vois, ça aurait été hyper sympa, quoi, de développer ça, je trouve. Bah oui, non, mais je trouve que, ouais, il y a une sous-exploitation des personnages. Pourtant, il y a des bonnes idées, mais elles sont sous-exploitées, quoi. C'était vraiment ça le problème. C'est vrai, en plus, des trucs hyper actuels, hein. Bah oui. Et Kaylee Spinney, c'est pareil. Par contre, Kaylee Spinney, j'ai l'impression que elle fait du violon, quoi. J'ai l'impression. Non, mais c'est aussi, c'est pour ça que je dis que c'est purement symbolique. Et moi, Kaylee Spinney, j'ai une actrice que j'aime bien, là. J'en ai découvert il y a pas longtemps et elle est plutôt sympa. Mais oui, effectivement, c'est une personne qui cherche un miracle, etc. Et bon, voilà, Josh Brolin va un peu manipuler le fait qu'elle est malheureusement handicapée pour essayer de la gérer, etc. Et tu sens qu'il y a un bon truc là-dessous, mais encore une fois, c'est pas développé. Il y a même l'homme sable aussi, là, le jardinier, qui est l'homme sable dans Spider-Man 3, voilà. Ah, je savais pas, ok, je l'avais pas reconnu, ok, d'accord. Bah, je crois que c'est lui, bah, il est pas super bien caractérisé non plus, il est très, très rapidement esquissé, pour le coup. Enfin, moi, vraiment, de ce lot-là, il y a vraiment Glenn Close qui ressort, parce que, je pense que c'est elle qui a le plus de trucs à défendre, en fait. Mais je pense que c'est pour ça, naturellement, d'ailleurs, qu'on a deviné que c'était elle le coupable, parce que elle a plus à défendre que les autres. En fait, tu sens qu'elle a plus de raisons, enfin, elle a toutes les raisons, en fait, d'être l'assassin, en fait, pour le coup, je trouve. Ouais, mais c'est fait que ça, sur le concept du whodunit, sur le coup, il loupe un peu le truc, parce qu'au final, tu doutes jamais d'aucun personnage, et on se dit, depuis le début, c'est Glenn Close, et parce que, comme t'as dit, c'est la plus exploitée. Alors que, je sais pas, pour moi, tu fais un bon whodunit, il faudrait que tout le monde soit exploité au même niveau pour que tu aies un doute, quoi, et que tu sais pas trop vers où ça va, quoi. Complètement. Ou alors tu désamorces le whodunit comme dans le premier où là d'un coup on te dit le coupable c'est elle. Ok, là ça comment parce ça que va se tu le sais au bout de 30 minutes, un truc comme ça dans le premier, non? Oui, mais très rapidement on sait qu'Anna de Armas elle a fait le crime. Bon, ce n'est pas le cas, mais pendant 1 heure on pense que c'est elle, hein, quand même, hein. Je veux dire, tu vois, c'est ça, et ça joue pas du tout avec le fait de qui pourrait être et tout, et après évidemment il y a des retournements, etc. Mais là je trouve que oui, effectivement, tu vois Glenn Close, tu vois le truc, tu dis oui, bah c'est elle, et oui, effectivement, c'est elle, même si je trouve qu'à la fin, il y a des beaux passages où elle se confie, etc., avant de mourir, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Effectivement, il y a un pari loupé sur tous ces personnages-là, et c'est triste, mais voilà, moi, le premier film, je me souviens de Jamie Lee Curtis, je me souviens de à peu près tous les deux Chris Evans, je me souviens de tous les personnages, voilà, plutôt bien. Voilà, là, vraiment, oui, il y a que Glenn Close, quoi. Il y a que Glenn Close, vraiment, que je vais m'en souvenir parce que c'est la coupable, et voilà, quoi. Mais les restes, voilà, pour le coup, c'est très sous-exploité, quoi. C'est dommage. C'est vrai. Et même, enfin, vraiment, Drew Scott, par exemple, enfin, vraiment, là aussi, putain, c'est triste. Oui, c'est pas acteur, lui aussi. C'est triste, et Kerry Washington, bon, voilà. Lui, je sais même pas quoi dire dessus, Mais non, mais il y a un truc sympa où le mec veut vendre des livres, etc., utiliser la religion. Il y a un truc, mais voilà. Mais même pendant tout le film, tu vois, il y a même pas des moments où Josh Brolin, je veux dire Daniel Craig et Josh O'Connor va vraiment enquêter sur lui, tu vois, se douter de quelque chose sur lui. Bah non. Et à la fin, ils sont tous là dans l'église et tu fais, bah oui, mais Kaylee Spinney, elle est tellement très peu présente que je pense pas que ce soit elle. Andrew Scott, pareil, etc. Donc tu fais, c'est pas eux, quoi. Enfin bref. Et voilà, dernière petite pique. Mila Kunis est pas une bonne actrice, voilà, faut le dire. Je suis désolé, non, mais Mila Kunis en shérif, je n'y crois pas une seule seconde. Mais pas une seule seconde. Je suis désolé, à chaque fois, quand elle débarque en mode shérif, mais je me dis, mais déjà, son personnage ne sert qu'à expliquer des trucs, voilà, aux spectateurs, pour bien que tu comprennes. Ça, c'est peut-être la petite patte Netflix, hein, ça, voilà. Ça, c'est peut-être le côté Netflix. Je vais t'expliquer vraiment ce qui se passe en sous-texte, etc. Mais vraiment, moi, son personnage, déjà, il est très creux. Encore une fois, il a pas de substance, même s'il est assez présent. Mais surtout, Mila Kunis, moi, je trouve que c'est pas une bonne actrice, voilà. Non, mais ça n'a jamais été une très bonne actrice. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Sur le coup, ouais, malheureusement. Je suis assez d'accord. Avec son chapeau et tout, tu fais, mais jamais de la vie, Mila Kunis, c'est une shérif. Ça lui va pas, je trouve. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il y a vraiment miscast et tout, et voilà, arrêtez de caster Mila Kunis. C'est le mec qui vénère sur Mila Kunis. Ah, pourtant, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ça me manquait pas. Enfin, ouais, voilà. Allez, on va se retaper Jupiter Ascending, voilà, pour l'occasion. Non, je déconne, mais voilà, écoute, Ista, peut-être que t'as quelque chose à rajouter sur le film. Non, pas spécial.
voilà, on n'a pas détesté en fait Knives Out 3 finalement, Non. tu vois, on a dit quand même des bonnes choses, même si bon, c'est quand même en dessous au moins du premier. Bon, toi, c'est le film que t'aimes le moins de la trilogie pour le coup. Donc voilà, mais après, moi, je conseille quand même d'aller le voir. C'est pas un mauvais moment. Et voilà, Ista, on a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et voilà, à nous suivre. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Acast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, à la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube, etc., etc. Et on se retrouve très bientôt pour parler du film de la fin d'année. Voilà, ça y est, on y est. On va pouvoir en parler. On va pouvoir parler de James Cameron. On va pouvoir parler de Avatar. Et alors à l'actuel, on ne l'a pas encore vu, voilà, même si y a plein d'influenceurs qui l'ont vu il y a 2 semaines quasiment. Tu fais bon, voilà, c'est un petit peu tôt l'avant-première, mais voilà, on a hâte de découvrir ça et d'en parler. Et bah non, je dis de la merde parce que avant on va faire It Welcome to Derry. Donc voilà, c'est pas du tout la dernière. J'allais dire c'était Avatar pour la prochaine critique, mais pas du tout. C'est ça, c'est ça. Bienvenue à Derry. Mais voilà, on arrive vers la fin d'année et on se retrouve très bientôt, Ista. Eh ben oui, donc à bientôt. Ciao.